Bien, Monsieur le Président de la région, Monsieur le vice-président du Conseil départemental, Monsieur le maire, j'ai envie de dire, Mesdames et Messieurs, les élus de ce territoire dont j'imagine bien la fierté d'accueillir un tel événement. Monsieur le Président de cette 18e édition, Monsieur le Président du Conseil scientifique, cher Jean-Noël Jeannet, Mesdames et Messieurs et chers amis. Les empires, ce sont peut-être ceux qui ont vécu leur déclin qui en parlent le mieux. Dans les premières pages de la Confession d'un enfant du siècle, de Musset, la chute de l'Empire napoléonien apparaît dans toute son ampleur, à travers le désarroi de la jeunesse. Permettez-moi de vous en relire un passage. Alors, il s'assit sur un monde en ruine, une jeunesse soucieuse. Tous ces enfants étaient des gouttes d'un sang brûlant qui avait inondé la terre. Ils étaient nés au sein de la guerre, pour la guerre. Ils avaient rêvé pendant 15 ans des neiges de Moscou et du soleil des pyramides. Ils n'étaient pas sortis de leur ville, mais on leur avait dit que par chaque barrière de ces villes, on allait à une capitale d'Europe. Ils avaient dans la tête tout un monde. Ils regardaient la terre, le ciel, les rues et les chemins. Tout cela était vide, et les cloches de leur paroisse résonnaient seules dans le lointain. Il est cependant un empire qui ne décline jamais. C'est celui qui exerce sur les esprits de France et d'ailleurs l'histoire. Ces rendez-vous de Blois en sont une illustration merveilleuse. Et c'est pourquoi je voulais être parmi vous. D'abord pour saluer et remercier les organisateurs, chacun des intervenants, chacun des enseignants présents dans cette salle, que je sais nombreux et fidèles à ces rendez-vous. Ici, dialogue, comme vous le dites si bien, l'universitaire et le pédagogue, entre exigence de la recherche et nécessité de la transmission. Ce sont là les enseignements de demain que vous contribuez à élaborer, avec une rigueur et un engagement qui sautent aux yeux à chaque fois, à travers les thèmes que vous retenez. L'année dernière, vous aviez consacré votre édition aux rebelles, et vous vous attaquez donc aujourd'hui aux empires. C'est là une vaste et belle ambition, et en même temps qui montre à nouveau votre goût pour la logique, car cela répond à une indéniable logique. Combien d'entre nous ont grandi sous l'ombre de cette bannière impériale plantée au cœur de la Gaule et qui ouvrait invariablement tous les albums d'Astérix, dont le village résiste toujours aux envahisseurs. Chacun sait que tout empire a ses rebelles, qu'ils prennent l'apparence dans les œuvres de fiction d'un Gaulois moustachu ou d'un jeune chevalier Jedi accompagné d'une princesse. Oui, l'empire et les rebelles et l'empire, l'un ne va pas sans l'autre. Votre thème, cette année encore, convoque au galop notre imagination. C'est cet empire romain dont l'étendue peut laisser encore aujourd'hui rêveur quand on contemple les cartes et qu'on songe quand même que tout cela est parti de quelques villages du Latium. C'est l'empire byzantin dont les splendeurs et les ors continuent d'habiter l'actuel Istanbul. Et en évoquant cet empire, je ne peux m'empêcher devant vous de saluer bien sûr la mémoire de Gilbert d'Agron, défricheur infatigable de cette histoire, qui nous a quittés en août dernier, laissant un grand vide derrière lui. C'est encore cet empire de Charles Quint sur lequel le soleil ne se couchait jamais et qui nourrit si vivement les drames romantiques d'Hugo et de Musset. Ce sont ces empires d'Orient qui laissèrent tant de voyageurs éblouis. Et que dire encore de l'Empire napoléonien qui lègue à Paris, non loin de la rue de Grenelle en particulier, tant de monuments. Bref, tant et tant d'empires qui vécurent parfois ce que vivent les roses l'espace d'un matin. Tant d'empires qui mêlent dans leur histoire le meilleur et le pire de l'humanité, l'exploration et l'exploitation, les rencontres et les conflits. Oui, ces empires, ces mastodontes des siècles passés, que l'on pourrait croire relégués aux étagères des cabinets de curiosité, continuent de vivre encore aujourd'hui et nous fournissent bien de quoi penser. Edgar Morin puise ainsi, dans un exemple passé, du courage pour l'avenir. L'improbable s'est très souvent produit dans l'histoire. Athènes, petite bourgade minable, a 2 fois résisté à l'énorme empire perse. Et grâce à cette résistance, la philosophie et la démocratie sont nées, rappelle-t-il. De ces empires passés, il reste souvent des ruines,
celles sur lesquelles des générations de poètes et de penseurs se sont plu à méditer. Et pourtant, sans le travail conjoint des historiens et des archéologues, qui dès la fin du XVIIIe siècle ramenèrent à la surface les vestiges de Pompéi et d'Herculanum, ces ruines n'auraient jamais pu être offertes à leur contemplation. Sans les historiens, dans quel spectacle le promeneur solitaire aurait-il puisé sa réflexion? Vous êtes toutes et tous des passeurs précieux, parce qu'entre le passé et le présent se forge une alliance indispensable pour ouvrir le futur. Nous, qui avons pour charge dans le modeste ministère de l'Éducation nationale de vous fournir les outils du forgeron, nous avons veillé dans la rédaction des nouveaux programmes d'histoire à ne pas l'oublier. Avant de vous rejoindre ici, je feuilletais dans la voiture à nouveau les pages des programmes, les programmes d'histoire de tous les cycles, de l'école primaire jusqu'à la fin du collège, qui voient se dessiner peu à peu, et dès le début de l'école primaire, ces empires, les empires de l'Antiquité, cet empire romain qui, d'abord en CM1, s'observe au travers des monarchies mérovingiennes et carolingiennes, avant de faire l'objet en 6e d'un thème qui lui est entièrement dédié, où s'abordent également ses relations avec les empires orientaux, comme celui de la Chine des Han. De page en page, arrivant en classe de 5e, c'est la naissance et l'évolution des empires qui est appréhendée à travers les contacts entre la chrétienté et l'islam, aussi bien dans les échanges culturels et commerciaux que dans les guerres. Puis, l'Empire toujours, en France cette fois-ci, avec Napoléon bien sûr, la Révolution, l'Empire en classe de 4e, avant d'arriver en classe de 3e aux empires coloniaux et à la fin apparente des empires au cours du XXe siècle. Je vous rassure, je ne vous dis pas cela pour reprendre l'intégralité du programme et vous en faire une lecture commentée. Je sais par ailleurs que vous recevrez cet après-midi Michel Lusseau qui le fera parfaitement. Mais c'était une façon de vous dire cependant que loin d'un certain nombre de caricatures entendues ce printemps dernier, la réalité, c'est que ces nouveaux programmes d'histoire veillent à aborder l'histoire avec un double souci, celui de la continuité d'une période à l'autre, d'une classe à l'autre, d'un cycle à l'autre, et celui de l'approfondissement. Le savoir historique, dans toute sa complexité, se construit, vous êtes bien placés pour le savoir, les enseignants, par strates successives. C'est cette dimension-là que retranscrit l'organisation des apprentissages prévus par les nouveaux programmes au cours des différents cycles de la scolarité obligatoire. Une organisation des apprentissages qui est pensée de manière spiralaire. Attention, jargon, nous dira-t-on. Non. Vocabulaire technique, professionnel et précis pour dire qu'on recherche la construction progressive des notions et des concepts sur les différentes années d'un cycle pour laisser aux élèves le temps de leur assimilation. De manière générale, l'histoire et les différentes conférences de ces rencontres de Blois le montrent bien, l'histoire n'a pas vocation à être abordée comme un territoire isolé, coupé du monde, coupé des autres, mais à se nourrir en permanence des différentes disciplines, qu'elle nourrit en retour, comme suffisent à nous en assurer des intitulés comme Histoire littéraire, Histoire des arts. Oui, l'histoire, au sein des futurs enseignements pratiques interdisciplinaires, prévus par nos réformes, a évidemment toute sa place. Je n'oublie pas que Racine, s'il nous apparaît d'abord comme un écrivain de théâtre, fut aussi en son temps historiographe du roi, et que c'est dans cette fonction qu'il pensait acquérir une gloire éternelle. Si j'ai cité pour commencer des écrivains et des poètes, des films et des bandes dessinées, c'est bien que ce qui fonde l'histoire, en particulier depuis les évolutions considérables qu'a connues votre discipline au cours du XXe siècle, et ce qui continue de fonder l'histoire, c'est cette conviction que je résumerai en paraphrasant Terence. Rien de ce qui est humain ne vous est étranger. Mais revenons à votre thème. Si tout empire, selon la formule et ce que vous avez les uns et les autres avant moi rappelé, tout empire est voué à périr, il est bon de rappeler que chaque période est en un sens vouée à en voir surgir quelques-uns d'empires. Et la nôtre ne fait pas exception. L'empire est mort, vive l'empire, pourrait-on proclamer au lendemain de leur fin, souvent annoncée, toujours repoussée. Oui, notre monde regorge de nouveaux empires.
Tous n'ont pas la pompe de la Rome impériale, mais leur puissance saurait sans peine se comparer à celle du Saint-Empire romain germanique. Quand on parle d'empire, je crois important de ne pas perdre de vue, comme toujours, l'origine étymologique du terme. Il vient, je ne vous l'apprendrai pas, de l'imperium romain, qui avant même de désigner un territoire, désigne un pouvoir. Et c'est bien davantage par leur pouvoir que par leur ancrage géographique que se caractérisent les empires d'aujourd'hui. Ce sont d'abord des empires économiques considérables qui conduisent certains chercheurs à qualifier des entreprises comme Google ou comme Apple de micro-États. Ce sont des empires sans empereur, sans armée, mais qui s'étendent toujours davantage. Le touriste d'aujourd'hui, voyant dans toutes les villes du monde l'enseigne d'une entreprise multinationale, a souvent ce sentiment qu'aux aigles impériaux d'antan succèdent aujourd'hui des logos plantés au cœur de chaque pays. Ces empires, ce sont aussi ceux liés au développement d'Internet, où s'affrontent des visions opposées de ce que peut être ce réseau, espace de liberté et de collaboration pour les uns, de standardisation et de profit pour les autres. Ces empires, enfin, ce sont ces influences culturelles colossales face auxquelles je crois essentiel de défendre notre exception culturelle, non pour nous replier, mais pour défendre ce qui nous unit. Nombre de vos conférences, je l'ai vu, insistent sur ces empires contemporains. Elles nous montrent à quel point l'histoire, en donnant du sens au passé, favorise la compréhension du présent. Et de cela, je suis profondément, intimement convaincue. S'emparer de ces périodes passées permet à nos élèves de mieux comprendre le monde qui les entoure. À un moment où se pose avec tant d'acuité la question de savoir qui nous sommes, ce que nous voulons, à un moment où j'ai souhaité remettre les valeurs de la République de plein pied au sein de l'école, il y a dans les empires bien des sujets à aborder, car l'empire ne se résume pas à la guerre, aux conquêtes. Les plus grands empires, ceux qui ont duré, ont élaboré les bases d'un vivre ensemble dans une diversité qui constitue un des défis d'aujourd'hui. En témoigne cette phrase d'Otto von Horvath qui exprime au milieu des ruines de l'Autriche-Hongrie son rapport ambigu avec l'empire désormais disparu, entre tendresse et refus de la nostalgie. Vous me demandez quel est mon pays ? Eh bien voilà ma réponse. Je suis née à Fiume, j'ai grandi à Belgrade, à Budapest, à Presbourg, à Vienne et à Munich. J'ai un passeport hongrois, mais mon pays, je n'ai pas de pays à moi. Je suis un mélange typique de la vieille Autriche-Hongrie, magyar, croate, allemand, tchèque. Pour cette raison, vous le voyez, nous avons besoin de ne pas masquer les épisodes les plus douloureux et les plus sombres de notre histoire. Nous devons accepter, avec lucidité et distance, de nous les approprier, parce qu'ils fondent ce que nous sommes aujourd'hui. Henri-Irénée Marrou l'écrivait déjà en 1954. L'histoire nous libère des entraves, des limitations qu'imposait à notre expérience de l'homme, notre mise en situation au sein du devenir, à telle place, dans telle société, à tel moment de son évolution. Et par là, cette histoire devient en quelque sorte un instrument, un moyen de notre liberté. Oui, je crois en effet que l'histoire libère. Et je tiens à cet égard, l'occasion que vous m'offrez est trop belle, à revenir sur les différents débats qui ont agité les mois passés. Ils se sont fortement cristallisés autour de la question de ce que l'on pourrait appeler le récit national. Nous avons été tour à tour accusés de l'oublier ou bien de lui donner trop d'importance. Nous avons été sommés de choisir le récit ou les thèmes, la France ou le monde. Mais cette exclusion de principe s'avère infondée. Ça n'est pas l'un ou l'autre. Il appartient à l'école, au contraire, de lier les deux. Certains ont voulu croire qu'il y avait entre ces enjeux des oppositions profondes, irréconciliables. Un tel antagonisme me paraît, à moi, profondément discutable. Précisément parce que l'histoire a toujours su créer des liens féconds entre ces différentes facettes. Oui, les empires coloniaux ne peuvent s'aborder sans tenir compte aussi de l'esclavage et de son abolition. Pourquoi masquerait-on ces débats qui ont fait la France ? Clémenceau, devant Jules Ferry, n'avait pas hésité à aborder cette question avec la virulence qu'il caractérisait, je le cite, « Regardez l'histoire de la conquête de ces peuples que vous dites barbares et vous y verrez la violence, les crimes déchaînés, l'oppression, le sang coulant à flots,
le faible opprimé, tyrannisé par le vainqueur. Voilà l'histoire de votre civilisation. Alors je vous le demande, n'aurions-nous pas, nous, le courage de nous confronter à cette histoire? Ne saurions-nous pas tirer les leçons de Marc Aurèle qui nous rappelle que l'Empire n'est pas seulement en dehors, mais aussi en nous? Si nous voulons pouvoir avoir sur nous-mêmes, sur notre destinée commune, un empire, cela passe forcément par le fait d'aborder les heures sombres comme les heures glorieuses du passé. Car le non-dit ne résout rien, le non-dit nourrit la rancœur, alimente ce repli communautaire qui constitue à bien des égards un réel danger d'aujourd'hui. Aborder ces questions, ça n'est pas entrer dans je ne sais quelle repentance. C'est éviter de bercer nos élèves dans une illusion qui, lorsqu'elle se dissipera, engendrera une rancœur réelle, un étonnement légitime. Oui, nous devons aborder avec eux les sujets les plus difficiles si nous voulons nous donner les moyens d'expliquer et de fournir à tous nos élèves des piliers solides pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Si l'histoire, comme le souligne Paul Ricoeur dans Temps et Récit, permet de donner forme à l'informe, d'ordonner le passé pour lui donner du sens, cela n'en aurait aucun que de faire une histoire qui serait une simple hagiographie. Mais en même temps, si nous ne mettons pas l'histoire de la France au cœur des enseignements, nous courons un autre risque, celui de ne jamais permettre à l'élève de s'emparer de cette histoire. Face à l'immensité des histoires passées, l'élève peut parfois se sentir dans un immense labyrinthe qui n'a rien à envier à celui de Dédale. Il est évidemment de notre responsabilité de lui offrir un fil conducteur. Ce fil d'Ariane, peut-être faudrait-il l'appeler le fil de Marianne, car ce fil, c'est l'histoire de France. Ce fil ne doit pas entraver l'élève, il doit lui permettre de découvrir progressivement l'histoire européenne et l'histoire mondiale. Oui, pour donner à l'élève ce plaisir du savoir qui nous réunit ici aujourd'hui, nous devons commencer par lui faire prendre conscience de la façon dont l'histoire peut être vécue au quotidien, là où il vit, à travers les monuments, à travers les témoignages de sa famille, à travers l'espace qu'il parcourt pour aller à l'école. Les occasions ne manquent pas, quel que soit le territoire, de lui rappeler que le temps est une dimension essentielle de l'existence humaine. Et c'est sur cette présence, je le sais, que de nombreux enseignants s'appuient déjà pour initier, dès le plus jeune âge, leurs élèves à l'histoire. En m'adressant à vous, historiens, je sais à quel point vous êtes toujours soucieux de respecter ce rapport de proximité et en même temps ce recul critique qui forge l'acuité de votre regard sur les histoires passées. Eh bien, c'est une alliance analogue qui a fondé les nouveaux programmes. Et je veux ici saluer et remercier ceux qui les ont élaborés et rendus possibles. Alors évidemment, cette conciliation que je vous décris là se défend parfois difficilement face à la vigueur des tribunes et au caractère tranché des opinions. Mais je sais aussi à quel point tous ces débats témoignent d'un attachement réel de chacune et de chacun d'entre nous à l'histoire. J'ai pu en juger lors du forum sur les programmes d'histoire que nous avions organisé en juin dernier, où nombre d'entre vous étaient déjà présents. Je pense à Colette Bonne, à Bruno Benoît, Patrick Garcia, Bruno Modica, Yanis Roder, Laurence Decoq et tellement d'autres que je remercie à nouveau. Je vous l'avais dit à cette occasion, nous étions à la Sorbonne, et je vous l'affirme encore aujourd'hui, l'histoire qui est défendue au cœur de l'école est une histoire complexe qui concilie l'ouverture au monde, dont personne ne songe à contester l'importance, et la connaissance profonde de notre pays. C'est une histoire qui s'efforce d'articuler des approches complémentaires en laissant, et c'est peut-être là l'essentiel, aussi aux enseignants une part d'autonomie parce que nous leur faisons confiance. Cet effort de conciliation est important car il y a dans la refondation de l'école un rendez-vous réel à honorer avec notre passé, avec celui de la France, de l'Europe et du monde. Ce rendez-vous doit permettre à chaque élève de s'emparer de ce qui a eu lieu pour avoir des repères et des valeurs et pour comprendre le monde tel qu'il est aujourd'hui. L'histoire, disait Lucien Febvre, c'est cela, un moyen de comprendre et par là même d'agir sur le cours des événements. Oui, le passé, d'évidence, nourrit l'action présente, celle qui dessine l'avenir, et si nous voulons former, comme je le souhaite, des citoyens autonomes et instruits, nous avons besoin de l'histoire, de toute l'histoire, et nous avons besoin des historiens. Tant il est vrai que vos principes vont aussi nourrir, au-delà de vos cours d'histoire,
Des cours comme ceux de l'éducation aux médias. Oui, enjeu absolument fondamental aujourd'hui. La question des sources, la question de la fabrique d'une connaissance. Si nombreux sont les historiens qui l'ont abordé, dans des pages souvent magnifiques. Dans votre savoir-faire, il est urgent que nous prenions les outils dont nos élèves ont besoin face à l'abondance des informations. Nous allons devoir, ça a été évoqué avant moi, notamment face au terrorisme, à Daesh, nous allons devoir faire face non plus à des armes de destruction massive, mais à des armes de désinformation massive, selon l'expression de Joël de René. La République française, qui a toujours eu la passion de l'histoire, a donc aujourd'hui un grand besoin d'histoire. Elle a besoin d'une histoire qui soit à la hauteur de ses ambitions et de ses valeurs. Elle a besoin d'une histoire, je n'hésite pas à le dire aussi, qui soit à la hauteur de ses historiens. Je vous remercie.